Jeudi 6 septembre 2018, 9h, c'est le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. La Criette a connu ses premiers dossiers ce jour. À suivre dans cette édition le point des activités à la Cour. Le nouveau code électoral voté par les députés béninois tient le rôle du pavé dans les débats. Nous en parlerons dans cette édition. La crise née de la disqualification des écureuils cadets à Niamey se poursuit. Des détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté le lundi 3 septembre la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Ce vote révolutionne les élections au Bénin. Plusieurs innovations susceptibles d'interprétation y ont été introduites. Voici un résumé de ces nouvelles dispositions de la loi qui régira désormais les élections au Bénin. Adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 3 septembre 2018, la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin compte 397 articles répartis en 7 livres comportant d'importantes innovations. Cette loi exclut les douaniers et les agents des eaux et forêts en fonction de toute candidature aux élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, communales ou locales. Au cas échéant, le nouveau code électoral les contraint à démissionner de leurs fonctions et de leur corps avec une dérogation de 6 mois pour les législatives de 2019. Des législatives qui excluent les alliances politiques et restent l'apanage des partis politiques. Mieux, pour prétendre enlever des sièges, les listes doivent obtenir au moins 10% du suffrage exprimé au plan national. Il ne sera plus tenu compte des suffrages obtenus par chacune des listes dans une circonscription électorale. La caution pour les élections présidentielles est passée de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA, soit 10% du montant maximal autorisé pour la campagne, tandis que celle des législatives est passée de 8 100 000 francs CFA à 249 millions de francs CFA. Le nouveau code électoral exige, entre autres pièces, le quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection, attestant que le candidat est à jour vis-à-vis des impôts. Contrairement à la présidentielle et aux législatives, la caution pour les candidats aux élections locales, communales et municipales connaît une baisse. Elle passe de 20 000 francs CFA à 10 000 francs CFA. Les anciens présidents peuvent être candidats. Telles sont les innovations de la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, adoptée et qui sera bientôt soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Le code électoral domine l'actualité. L'honorable Benonchi a donné son point de vue sur la question au micro de Abdelkader Achirou. Suivons un extrait de ses propos. On dit que les députés de la minorité auraient fait des amendements qui auraient été rejetés. Si ceux qui ont suivi les débats savent bien sûr que lorsque nous étudions les lois pour les voter, lorsque nous travaillons à l'Assemblée nationale, les amendements viennent de tous les camps. Nous avions eu des amendements de la minorité qui ont été rejetés, certains ont été acceptés. De même, nous en avions eu de la majorité qui ont été rejetés et d'autres acceptés. Ça, c'est l'équilibre des débats. Et le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji, tient beaucoup à cet équilibre. Dire que systématiquement les amendements de la minorité ont été rejetés, c'est une contre-vérité. Et puis, ils ont eu à le dire le jour même du vote. Le président de l'Assemblée nationale leur a dit que la démocratie veut que, lorsque vous faites un amendement que la commission n'approuve pas, on passe cet amendement au vote. Et lorsqu'on le passe au vote, et la majorité l'approuve, ça s'impose à la commission. Mais si la majorité rejette cet amendement, ça veut dire que l'amendement est rejeté et c'est l'Assemblée nationale qui a rejeté l'amendement ou, dans le cas contraire, l'Assemblée nationale qui a accepté l'amendement. Donc moi je pense que c'est des arguments fallacieux et de mauvaise foi même. Quand vous faites des amendements irréalistes, cela voudra dire que vous-même, vous êtes dans une logique donnée. On dit que depuis que notre démocratie est en marche, l'âge pour aller aux élections législatives
pour les jeunes, on dit l'âge minimum, c'est 25 ans. Et c'est cela que nous avons pratiqué jusque-là. Et ceux qui font des amendements qui baissent, pour baisser l'âge aujourd'hui, eux-mêmes sont à l'Assemblée nationale, on les appelle jeunes députés. Ils sont jeunes. À partir de 25 ans, vous pensez qu'on est plus jeune? Au-delà de 25 ans, on est plus jeune? Moi, je pense plutôt qu'avant 25 ans, les jeunes sont à l'étude. Ils sont en train d'étudier, ils n'ont pas fini les études universitaires pour se lancer dans la politique. Il faut les laisser finir d'abord les études. Comment on peut dire que les jeunes de 18 ans à 25 ans vont se lancer dans la politique? Pourquoi? Ont-ils fini de se former? Moi, je ne suis pas pour cette thèse-là. Il faut les laisser se former. Pendant de 18 ans jusqu'à 25 ans, ils sont des étudiants. En ce qui concerne les cautions, moi, je pense que c'est des montants raisonnables. Vous savez que nous sommes dans la logique d'assainir le jeu politique au Bénin. Pendant longtemps, nous avons pratiqué des cautions à ces niveaux que vous connaissez, 15 millions pour les présidentielles et 100 000 francs par député, à savoir 8 300 000 pour la liste aux législatives. Et malgré cela, vous savez que la pagaille continue, surtout en ce qui concerne les élections présidentielles. Nous avons eu dernièrement 33 candidats et il y en a eu de farfelus, que je pourrais qualifier de farfelus. Il y a des candidatures qu'on pourrait qualifier de candidatures d'amusement, de galerie. Et nous avions dit qu'il faut mettre fin à cela. Et le montant maximal des frais de campagne autorisés par la loi est de 2,5 milliards. Et on dit qu'il faut déposer 10% de ce montant maximum autorisé par la loi comme caution. 10% du seuil des frais de campagne, ça fait 250 millions. C'est ça. Moi, je ne pense pas que ce soit élevé. Celui qui a 2,5 milliards pour faire campagne, celui qui n'aura pas 250 millions pour déposer comme caution, et ceux qui défendent, là, ils défendent qui? Ils se défendent eux-mêmes ou ils défendent ceux qui ont l'argent pour aller aux élections? Celui qui lève la main, qui veut aller aux élections présidentielles, a l'argent pour faire campagne, pour dépenser 2,5 milliards. On lui demande de déposer 250 millions, c'est-à-dire 10% seulement, pour garantir sa liste ou bien sa candidature. Et ce n'est pas à fond perdu. Ça lui est remboursé s'il remplit certaines conditions, à savoir s'il a au moins 10% de suffrages exprimés. Cela voudra dire qu'on veut seulement arrêter les amusements, arrêter les candidatures fantaisistes. Si vous croyez en vous et que vous avez les moyens pour aller au présidentiel, je suis sûr que ceux qui ont les moyens pour aller au présidentiel ont 10% de ce que la loi leur autorise de dépenser. De même pour les législatives. Vous savez que la barre maximale pour les frais de campagne, c'est 30 millions. Et on demande à chaque candidat de déposer 10% de cette barre maximale. Donc le candidat au législatif qui a 30 millions pour aller faire campagne, on lui dit de déposer 10%, 3 millions, ce n'est pas ça qu'il ne pourra pas. S'il est sûr de lui-même, il sait qu'il ne va pas pour s'amuser, il trouvera les 3 millions pour déposer et aussi cela est remboursé dans certaines conditions. Moi je pense que ces deux conditions, ces deux critères que nous avons fixés, à savoir les deux cautions, 249 millions pour la liste législative, 250 millions pour les présidentielles, vont permettre donc d'assainir les élections dans notre pays et désormais nous aurons des candidatures sérieuses, des listes sérieuses. Nous restons avec le député de l'Union fait la Nation qui apprécie la loi concernant le droit de grève. Une loi votée récemment et qui met quelques garde-fous aux différentes possibilités de déployage dans la fonction publique au Bénin. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir les méfaits des grèves perlées, des grèves intempestives, des grèves sauvages, des grèves inhumaines sur l'ensemble des populations, sur la santé. Vous avez vu les grèves dans le secteur de la santé, où on grève sans service minimum et les gens meurent. Les grèves des enseignants ces derniers temps, vous avez vu les effets dévastateurs de ces grèves sur tout le système scolaire dans son ensemble. Les résultats des examens passés sont là pour en témoigner. Cela, c'est avec peine qu'on est obligé d'en venir là,
à vouloir encadrer le droit de grève. Sinon, la Constitution du Bénin consacre le droit de grève. Et ça fait des années que nous sommes en démocratie. Il n'est jamais arrivé à l'idée de la classe politique de dire nous encadrons, malgré que les grèves s'opéraient dans le pays. Mais ces derniers temps, ces dernières années, les grèves sont sorties de leur contexte. On a l'impression qu'on ne grève plus pour revendiquer au nom des salariés, pour le bonheur des salariés, des employés, pour le bonheur des agents de l'État. Mais on a l'impression qu'on revendique pour autre chose. On le revendique avec l'intention de nuire au pays, l'intention de paralyser le pays. C'est ce qui a fait que la 7e législature a décidé donc d'accompagner le gouvernement qui a la ferme volonté de transformer l'économie de notre pays, de changer les choses dans notre pays, de mettre le peuple au travail, de permettre que le Bénin, d'ici quelques années, soit donc différent du Bénin que nous avons aujourd'hui. C'est en ce sens que la 7e législature a voulu accompagner le gouvernement dans ce sens. Et c'est cela le sens du vote de cette loi d'encadrement des droits de grève au Bénin. Vous savez que l'Assemblée nationale était allée même beaucoup plus loin en décidant donc de retirer le droit de grève à certaines catégories d'agents de l'État. Et la Cour constitutionnelle de Holo avait déclaré donc contraire cette loi à la constitution de notre pays. Par la suite, la Cour Diogbenou les a validés. Mais vous savez, nous sommes à l'écoute du peuple. Nous écoutons ce que les gens disent. Les gens disent que ce n'est pas bien qu'on retire le droit de grève, mais plutôt de se conformer à la première décision et pour encadrer le droit de grève. C'est ce qui a fait que l'Assemblée nationale est revenue sur cette loi pour encadrer. Désormais, c'est connu, le contenu, vous savez, au Bénin, si vous êtes agent de l'État, excepté les catégories, les corps pour lesquels le droit de grève est interdit par la loi. Si vous êtes agent de l'État, vous avez le droit de revendiquer vos droits à travers l'arrêt de travail, les grèves, mais en conformité avec la loi que nous venons de voter, à savoir, par mois, vous n'avez pas plus de 2 jours pour revendiquer vos droits. Et par semestre, vous n'avez pas plus que 7 jours pour revendiquer vos droits. Et pour une année, vous n'allez pas dépasser les 10 jours. C'est la barre maximale. Pendant que les députés s'attellent à voter les lois pour encadrer les élections, les membres des formations politiques, eux, continuent de se battre pour le contrôle de leur formation politique. Le combat pour la gestion du Parti social-démocrate PSD, qui a fait l'objet d'une décision de justice, suscite des réactions. Sur le sujet, l'honorable Gérard Gbenochi a risqué un commentaire que voici. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. C'est un ouf de soulagement, mais je ne suis pas du tout triomphaliste parce que la crise a fait beaucoup plus de mal au parti. Nous aurions pu éviter cela, mais cela est arrivé. Ça a mis en déperdition les militants. Les militants étaient divisés à la base. On n'avait pas du tout besoin de ça. Dieu merci, beaucoup de militants qui étaient perdus attendaient cela. Ils attendaient que les juridictions se prononcent, que la justice se prononce pour savoir comment se ranger, dans quel camp se ranger. Pour ceux qui suivaient encore l'ancien président Ngolo. Enfin, le tribunal a dit le droit. C'est avec bonheur pour que nous accueillons cela. La bataille judiciaire pour nous s'est terminée. Il est vrai que le perdant dit qu'il ferait appel, mais l'appel n'est pas suspensif. Et pour cela, nous continuons donc le travail de rassemblement des forces éparpillées sur le terrain. Donc comment faire pour réunir le parti en temps éprouvé? C'est cela la tâche qui nous attend désormais. Et c'est ce à quoi certainement le président va convier le bureau exécutif national. Nous allons réfléchir dans ce sens et savoir comment redescendre sur le terrain pour vulgariser d'abord cette décision et permettre que
ceux qui attendaient cette décision pour se rallier au camp légal, qu'ils puissent le faire. La question du consensus dans les décisions politiques préoccupe les journalistes béninois. C'est pourquoi ils ont croisé le point de vue d'un acteur politique et celui d'un acteur de la société civile à l'occasion du 200e numéro de la causerie hebdomadaire Café Média Plus le vendredi 31 août 2018. Suivant un extrait des communications au micro de Scholastique Azoman et de Jeff Terungue. La seule fois où on a eu un consensus au Bénin, c'était à la conférence nationale. Tout ce qui est venu par la suite, c'est des simulacres où on essaye de donner l'impression qu'on a donné la parole à certaines personnes, de faire croire qu'on a écouté d'autres personnes, mais on sait déjà ce qu'on veut faire au préalable et on fonce droit dans le mur avec ce que nous avions déjà comme décision. Pour moi, le consensus aujourd'hui, surtout avec les exemples que nous avons, nous n'avons pas de consensus au Bénin. Nous avons juste des simulacres de discussion. Si ça peut apaiser tout le monde, on appelle ça discussion. Pour la question des séminaires parlementaires, moi je n'appelle pas ça consensus parce que le séminaire parlementaire, c'est pour venir expliquer ce qui est déjà décidé. On ne donne pas la parole à tous les camps, on invite tous les camps, mais on ne donne pas forcément la parole et on ne prend pas en compte ce que tous les camps ont dit. Au contraire, à la sortie de ces séminaires, les conditions qui étaient les pierres d'achoppement sont beaucoup plus corsées. Moi, je considère ça comme une insulte à tous ceux qui étaient venus discuter de ces questions-là. Au lieu de désamorcer les gènes chrysogènes, on va plutôt dans une certaine arrogance pour montrer, bon, vous êtes venus discuter, vous avez bu un peu de café et de thé, mais nous allons faire ce que nous voulons et même corser les conditions. Je pense que c'est ce que le PCB a voulu dire après le séminaire parlementaire qui avait connu la discussion du code électoral. Je vous dirais d'emblée que, a priori, le consensus n'a pas de raison d'être. Et si on s'en tient à ce que la démocratie serait la loi de la majorité sur la minorité. Mais la démocratie n'est pas que arithmétique. La démocratie est discussion, la démocratie est débat, et donc échange. Et à partir de l'échange, en réalité, ou à partir des échanges et discussions, émergent malgré tout des questions qui ne trouvent pas de réponse, qui ne sauraient trouver de vainqueur absolu. Il y a des questions indécidables. Et quand bien même une majorité écrasante serait en faveur d'une position, d'une définition des choses ou d'une orientation des choses, l'idée de consensus vient de ce qu'il faut se préoccuper de la minorité. Il faut se préoccuper de ce qu'on se soit compris sur d'autres étapes, sur des sous-questions, pour ne pas dire des aspects de la question principale. Et c'est en ça que se préoccuper de l'autre devient important, avoir le sens de l'éthique, avoir le souci de l'institution et non de moi ou de ma seule position devient important, devient primordial. Le consensus en ce moment se voudrait l'accord de tous en considérant ou en considération de l'intérêt d'une majorité, d'un plus grand nombre, certes, mais surtout de la volonté de la minorité de ne pas tenir, de ne pas tirer davantage. On peut être irréductible dans son opposition à quelque chose et des victoires contre ou des victoires en de telles situations, au fond, ne règlent que partiellement certaines questions. Le consensus tire son intérêt de l'effort pour construire un accord qui ouvre des possibilités pour l'avenir, pour la suite. Le consensus a son intérêt dans l'idée que même si le plus grand nombre a raison sur l'instant, sur le moment, sur la question, il y a d'autres questions pour lesquelles l'accord de la minorité, l'accord des perdants, entre guillemets, parce qu'il n'y aurait pas eu vote, l'accord de ceux-là est primordial.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a démarré ses activités ce jour, jeudi 6 septembre, à Porto Novo. 8 dossiers étaient au rôle de cette première audience qui a jugé pour une grande part du trafic de drogue. Voici le récit de Scholastique Azoman et de Jefte Runge. Première audience de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Installés officiellement dans leurs fonctions le 25 août dernier par le président de la Cour suprême, les membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont démarré leurs activités ce jeudi 6 septembre 2018. Au total, 8 dossiers sont déposés sur la table de la CRIET et tous ont trait au trafic de la drogue. Au boss des accusés, 7 personnes. Le premier dossier, composé de 8 individus au total de nationalité béninoise et nigérien, ont été écoutés par la Cour. Le dossier n'a pas connu un aboutissement. Le Conseil des accusés dit que l'information leur est parvenue tard, d'où la non-constitution de leur dossier de défense. L'audience de ce premier dossier est reportée pour le 20 septembre prochain. Le procureur spécial de cette cour représente le ministère et est assisté de 4 assesseurs dont un greffier. Cette cour abrite l'ANEST du ministère de la Justice et de la Législation à Porto Novo. Avant cette audience, le procureur général Ulrich Togbono a fait visiter les locaux aux hommes des médias. Elle dispose en son sein d'une salle d'attente du secrétariat particulier du procureur spécial, la salle des mises en cause, la salle de déferment qui est une salle dans laquelle les membres du ministère public reçoivent le commissaire en charge de l'enquête et son collaborateur en vue de présenter les faits et les pièces à conviction suivies par le paquet devant les mises en cause et leurs avocats. Cette méthode, selon le procureur spécial de la CRIET, Gilbert Ulrich Togbono, permet de lever tout équivoque sur la transparence dans la gestion des dossiers. La salle des services administratifs et judiciaires, le service des décisions rendues, le service d'audience et les bureaux des différents membres sont autant de composants pour le bon fonctionnement de cette cour de répression. Rappelons que la CRIET a été instituée par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation en République du Bénin. Pour cette première audience, la Cour est composée du président Cyriaque Dossa, assisté de 4 assesseurs, du ministère public représenté par le procureur spécial Gilbert Ulrich Togbono et d'un greffier. Du tennis de table pour ouvrir la page sport de cette édition. L'organisation non gouvernementale Hub by Sport, HBS, s'engage dans l'éducation citoyenne des jeunes à travers la pratique du sport. La semaine dernière, elle a organisé un camp de tennis de table à l'intention d'une 50aine d'enfants âgés de 7 à 15 ans à Cotonou. Cette initiative a bénéficié de l'appui de la Fédération béninoise de ping-pong. Inculquer les valeurs citoyennes aux jeunes en ces périodes de vacances à travers la pratique d'une discipline sportive. Du 27 au 31 août 2018, plus de 50 enfants ont participé à la première édition de Hot by Sport Tennis de Table Camp. Certains ont appris les fondamentaux de la petite balle blanche et d'autres ont perfectionné leur préacquis au niveau des clubs. Au cours du camp, les encadreurs ont mis l'accent sur les techniques de base indispensables à la pratique du ping-pong. Il faut que l'élève maîtrise ces 3 choses-là. Le déplacement, le coup droit, le revers et poussette du coup droit et poussette du revers. Ça c'est important. Ça c'est important d'abord. On a essayé en 5 jours, on essaie de inculquer ces trois systèmes-là. Quant à eux-mêmes, arriver dans le club, de continuer. Au dernier jour du camp, les jeunes pongistes estiment avoir bien assimilé les différentes notions reçues. Ils se réjouissent de l'organisation de cette activité à leur endroit. Ça a été un bon camp. J'aimerais continuer comme ça afin de m'améliorer. Bon, ça a été un peu facile parce que j'ai commencé il y a un peu longtemps, donc les exercices que les coachs ont fait ici, ça a été un peu facile pour moi. Donc, du coup, j'ai bien joué, je maîtrise tout. Même les services, les poussettes qu'ils ont fait, j'ai tout maîtrisé. Donc, ça a été un peu facile.
Voilà. De leur côté, les coachs apprécient le niveau des participants au HBS Tennis de Table Camp 2018. Des talents sont même détectés dans le groupe. Le bilan est positif dans la mesure où on a eu des enfants très assidus qui comprennent vite. Ce que vous devez comprendre est qu'au tennis de table, le début est souvent difficile, l'initiation est souvent difficile. Mais avec ceux-là qui savent déjà manier la balle, pour le perfectionnement, on est très content du résultat. Ça s'est bien passé. Moi qui suis ici, j'ai déjà pointé certains noms-là. Et après, on a une réunion au niveau de la direction technique. Et je vais leur proposer ces noms-là. Que c'est des noms qu'il faut prendre en charge, quoi. J'ai déjà les noms ici. Bon, au moins opportun, je vais essayer de voir avec la direction technique pour aider ceux-là à continuer, quoi. Pour le formateur principal Wilson Bian, les 5 jours n'ont pas suffi pour enseigner les fondamentaux aux enfants. Ces derniers suggèrent des pistes aux initiateurs pour parfaire la prochaine édition. J'aurais souhaité qu'on améliore un peu les tables et un peu la cour pour qu'on puisse bien courir, faire beaucoup d'échauffement. Donc j'aurais aimé qu'ils améliorent les tables, là, même les filets, pour qu'on puisse bien jouer. J'avais dit qu'on allait prendre un espace un peu plus grand pour pouvoir avoir des ateliers différents. Selon le temps, on va faire des programmes. HBS Tennis de Table Camp est la seconde activité organisée par l'ONG après le camp de basketball tenu du 25 au 28 juillet dernier. Son promoteur dévoile ses ambitions. Hub Sport, on se dit en passant par le sport, on peut éduquer les enfants, leur donner espoir. Le basket et le tennis de table sont les disciplines pilotes choisies par Hub Sport pour commencer ces activités. Donc nous ne pouvons pas commencer toutes les disciplines en même temps. Nous avons choisi 2 disciplines qui sont le basket et le tennis de table. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a déclaré Victor Hugo. Vivement que cette action de l'ONG Hub Sport fasse tache d'huile. À la clôture du camp le vendredi dernier, Alex Paraíso, président de l'ONG Hub Sport, et Ferdinand Sounou, président de la Fédération béninoise de tennis de table, se félicitent de son bon déroulement. Je peux vous dire que je suis tout à fait satisfait. Les enfants se sont amusés pendant 5 jours. Hein? En s'amusant, ils ont appris à jouer au tennis de table. En s'amusant, ils ont appris les notions de civisme. Hein? Et je suis satisfait. D'abord, la première chose que j'ai dû faire depuis, c'est de remercier la Fédération béninoise de tennis de table qui a joué un grand rôle dans la réussite de cette activité. Et je les remercie, je remercie le président et je remercie tout le comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de table. Nous sommes à notre première édition, nous verrons pour les autres années. Et nous allons améliorer, on a observé, on a vu certaines failles, nous-mêmes, qu'on sait qu'on va corriger après. Voilà. Nos attentes sont comblées parce que nous avons eu plus de 50 enfants. Et sur le plan initiation, nous avons eu aussi beaucoup d'enfants qui sont venus pour découvrir la petite balle. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que après ce camp, je parie que le nombre d'enfants que nous avons eu volet initiation, nous aurons au moins 10 à 15% qui vont rester dans le tennis de table. Et nous ferons les démarches à l'endroit des parents afin de permettre aux enfants, compte tenu de la rentrée qui va commencer bientôt, et il y aura les TD par-ci par-là, pour que ces enfants continuent de venir aux entraînements les mercredis après-midi et les samedis matin. Il y a une équipe qui est même préparée ici, prête à les recevoir et à s'occuper de ces enfants-là. On a fait des détections, on a constaté qu'il y a des enfants qui semblent être doués en la matière. Déjà, au premier essai, je veux parler de succès. Parce que déjà, les premiers gestes, tout ce qu'on leur apprenait, à faire le jonglage, tout ça, c'est à croire que ces enfants-là faisaient cette affaire-là depuis la maison. Or, c'est ici. Ça prouve qu'ils ont un talent en eux et qu'il faut poursuivre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de suivi de ces enfants. Au niveau perfectionnement, c'est des enfants qui sont plus ou moins confirmés, qui sont déjà au sein de certains clubs ici, clubs civils. Je pense que nous avons eu à corriger, par l'entremise des entraîneurs bien sûr, à corriger les gestuels au niveau des enfants.
et c'est un bénéfice à l'endroit de ces enfants-là. Donc pour vous dire, pendant les 5 jours, nous avons pu quand même donner le goût à ceux qui, pour la première fois, découvrent le tennis de table. Et ceux qui sont dedans, il y a un bon moment, ceux-là aussi, ils ont appris pas mal de choses en corrigeant les gestuels, en corrigeant beaucoup de choses et en prenant beaucoup de choses à la suite. Parce que sur le plan technique, j'ai suivi les entraînements et je suis resté à leur côté, j'ai suivi un peu, j'ai vu comment ça s'est déroulé. Et je profite de votre canal alors pour remercier ces entraîneurs et encadreurs qui se sont occupés de ces enfants pendant les 5 jours. Je tiens à leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour le territoire béninois. Merci également pour l'ONG qui nous a accompagnés dans cette affaire. Je dis merci à vous, journalistes, qui tout le temps depuis le début vous êtes à nos côtés pour relayer et faire connaître ce que nous faisons et permettre à la discipline d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous dis aussi merci. De la table de tennis, passons sur le gazon vert. Les écureuils du Bénin poursuivent leur préparation loin des regards des supporters et des journalistes. Michel Dussueur et ses protégés ont effectué cet après-midi leur 3e séance d'entraînement à huis clos au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'équipe va s'entraîner une dernière fois sur la pelouse synthétique du stade René Pleven dans la matinée de ce vendredi, cette fois-ci devant le public. Après cela, Stéphane Sessène et ses coéquipiers vont s'envoler dans l'après-midi pour la capitale togolaise où ils rencontrent dimanche prochain les éperviers du Togo dans le cadre de la 2e journée éliminatoire de la CAN Cameroun 2019. Pourquoi des séances fermées au public? Pourquoi travailler sur le gazon naturel et sur le gazon synthétique? Le sélectionneur Michel Dussueur s'est expliqué lors de la conférence de presse le jeudi dernier. Suivons-le. Moi, j'ai un devoir de communication et je sais que je dois aussi rendre à chaque fois, répondre à vos questions, répondre à vos interrogations, être le plus ouvert vis-à-vis de la presse. Ça fait partie de mon devoir de communication et je le fais avec plaisir. Enfin, pas tout. Il y a des fois, il y a moins de plaisir parce qu'il y a de la colère après les matchs, mais je le fais avec plaisir. Sur cette semaine d'entraînement, je veux aménager des moments où il y a des séances qui seront à huis clos. C'est-à-dire que les séances de travail, on prépare un match contre le Togo. Vous me suivez? Donc je n'ai pas envie que ce soit ouvert au public, je n'ai pas envie que les informations fuitent sur ce que l'on est en train de préparer par rapport à notre match. Donc il y a des séances qui seront ouvertes, il y a des séances qui seront fermées. Donc pardon, acceptez. S'il vous plaît. Même je sais que pour le public aussi, c'est frustrant. Ils sont dans l'attente de voir leur équipe nationale s'entraîner. Donc, on va juste essayer de faire un calendrier de façon à ce que tout le monde soit satisfait par rapport à ça. Le match à Lomé donc, est prévu pour dimanche après-midi. On va travailler ici à Cotonou. Donc, le match est prévu sur le stade municipal de Lomé. C'est un terrain synthétique. Donc, je réponds avant à la question que vous allez me poser peut-être en fin de semaine. Il y a 2 écoles de gestion par rapport à l'approche d'un match sur terrain synthétique. Celle de se dire, bon, on fait toute la semaine sur terrain synthétique pour s'habituer. Et celle qui est de se dire, c'est quelquefois difficile pour les organismes, des joueurs qui ne sont pas habitués. Ça peut avoir des incidences. Donc le deuxième choix, c'est celui que je retiens et celui que j'ai déjà pratiqué avec l'expérience nécessaire par rapport au recul que j'ai pu avoir. De commencer la semaine sur un terrain gazonné pour ménager un peu au niveau pour ménager un peu tout ce qui va être tendineux et articulaire chez les joueurs. Et ensuite faire 2 séances de reconnaissance, c'est-à-dire que le vendredi matin, nous irons travailler à Pleven et le samedi, c'est la reconnaissance. Donc nous irons travailler sur le terrain de match à Lomé. Donc c'est pour répondre par avance aux questions que vous ne manquerez pas de poser en disant « Ah, on joue sur synthétique et il s'entraîne sur gazon ». Donc je vous réponds par avance parce que c'est juste un problème physiologique par rapport aux incidences que ça peut avoir sur les joueurs. De la pelouse, faisons un tour dans les instances judiciaires pour évoquer le dossier écureuil Cadet Gates. Une quinzaine de personnes ont été écoutées depuis l'ouverture de l'enquête par le parquet de Cotonou. Parmi elles, 14 ont été placées en garde à vue.
Il s'agit de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, des 10 joueurs accusés, du sélectionneur national Lafiou Yessoufou et de son adjoint Jonas Nouaon, ainsi que du responsable de la clinique privée ayant effectué la contre-expertise du test IRM imagerie par résonance magnétique, le professeur Vicencia Boko. Quant au directeur des compétitions à la FEB Foot, Quentin Didavi, il a été relaxé après sa déposition à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. C'est sur ces informations sportives que s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Zayo TV. Un seul réflexe, www.zayotv.com.